Merci de votre attention. Excellent début de semaine. Dans l'actualité ce soir, les réfugiés au Togo, comment les aider à s'auto-prendre en charge économiquement? Le gouvernement togolais a élaboré un projet de prise en charge appuyé par le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Également dans l'actualité ce soir, nous parlerons énergie avec les différents projets lancés par le chef de l'État et en cours de réalisation. Ciseaux par exemple en minant dans les lacs, allumer la lumière en français, retour sur son importance pour les populations bénéficiaires. Enfin, sport, du canoë-kayak sur le lac Togo avec les 7 clubs au Togo en compétition hier. C'était le championnat, les temps forts à suivre en fin de journal. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. D'abord, le Conseil des ministres. Il s'est réuni à la présidence de la République ce lundi. Et voici le communiqué ayant sanctionné les travaux. Communiqué sanctionnant donc le Conseil des ministres du lundi 13 novembre 2017. Le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi 13 novembre 2017 au palais de la présidence de la République sous la présidence du président de la République, son Excellence M. Foreso Zimna Nyasingbe. Au cours de sa séance, le Conseil a examiné en première lecture un projet de loi. Au titre du projet de loi, le projet de loi examiné en première lecture par le Conseil des ministres porte modification de la loi numéro 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales. En effet, suite à l'adoption de la loi numéro 2017-008 du 29 juin 2017 portant création de nouvelles communes, il est apparu nécessaire d'actualiser la loi de 2007 en prenant en compte la nouvelle répartition des compétences entre compétences propres, compétences partagées et compétences transférées. Les nouvelles dispositions relatives à l'organisation financière des collectivités locales. L'introduction du Conseil national de suivi de la décentralisation CNSD. Ces nouvelles dispositions sont de nature à favoriser la mise en œuvre efficace de la décentralisation dans notre pays, fait à Lomé le 13 novembre 2017, le Conseil des ministres. Pas facile d'être réfugié, cela va sans dire. Comment les aider à ne plus dépendre du pays d'accueil, mais à s'auto-prendre en charge économiquement? C'est l'idéal poursuivi par le gouvernement togolais. Il initie depuis ce matin un forum national sur la recherche de solutions durables pour les réfugiés au Togo. Le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, apporte son appui. Dédé Koussao, Clarisse Atticlé. Avec les contraintes budgétaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il devient impérieux selon l'institution de réfléchir à des alternatives en termes d'accompagnement des réfugiés. 3 solutions durables sont donc envisagées et font l'objet de ce forum national. Il s'agit du rapatriement volontaire, de la réinstallation dans un pays tiers et de l'intégration locale des réfugiés. On n'applique pas les 3 solutions en même temps. Donc, le rapatriement, l'intégration locale et la réinstallation, c'est en fait comme un dernier recours. La réinstallation, c'est au cas où les deux n'arrivent peut-être pas à marcher et qu'on essaie de faire la réinstallation. Donc si toujours est-il que le réfugié ne veut pas rentrer dans son pays d'origine, ben, dans ce cas, le choix s'offre. Soit il décide de rester dans son pays d'asile, et ça devient maintenant l'option de l'intégration locale, ou soit s'il y a ce qu'on appelle les chances pour la réinstallation, il peut être identifié, mais ça prend du temps. 12 558 réfugiés vivent actuellement au Togo et plus de 700 sont des demandeurs d'asile. À ce forum sur la recherche de solutions durables pour les réfugiés au Togo, l'expérience béninoise a été largement partagée, notamment sur les activités génératrices de revenus, comme une des solutions durables pour l'autoprise en charge des réfugiés. Et au Togo, c'est le projet agropastoral qui est mis en œuvre à Bolo-Pondave et à Tandjouaré en faveur des réfugiés. Nous sommes à un moment où le HCR est en train de réduire ses opérations dans notre pays. Donc nous devons faire face à nos responsabilités en assurant aux réfugiés la jouissance de leurs droits, les aider à reconstruire leur vie
dans la paix et dans la dignité. Et c'est pour relever ces différents défis que nous avons organisé ce forum en collaboration et surtout avec l'appui du HCR. Les 3 solutions durables proposées ont pour but de favoriser une intégration locale, juridique et socio-économique des réfugiés tout en améliorant leurs conditions de vie dans les pays d'accueil. De la parole aux actes, direction donc Bolou dans le Zio pour cet exemple d'autoprise en charge. Vous allez le voir, ils sont des réfugiés, ils ont leur terre acquis pour eux par le HCR. Ils cultivent donc leur jardin pour prendre, comme on le dit, la vie du bon côté. Voyons cela dans ce reportage de Edem Soussoukou. De la cour à la terre. La mutation est peu évidente, mais c'est cette réalité que vit depuis novembre 2016 Narcisse Djanadjaman à Bolou-Kodave. Réfugié ivoirien au Togo, ce juriste, greffier à la cour, a quitté Abidjan au cœur de la crise post-électorale. Avec des réfugiés d'autres pays, il a accepté d'avoir une autonomie financière en exploitant cette surface agricole. Depuis 2013, partant d'Accra, je suis arrivé ici au Togo. Je cherche l'autonomie financière parce que c'est pas facile d'être réfugié et puis tendre la main un peu partout. Alors donc le HCR a bien voulu nous insérer dans ce programme pour nous permettre de nous prendre en charge. Au total, 7 hectares de terre ont été baillés par le Haut Commissariat aux réfugiés pour l'intégration locale des réfugiés. On a pensé que l'agriculture est vraiment porteur parce que il y a des projets, si on peut dire ainsi, des petits métiers qui des fois ne servent pas trop. Par exemple, commencer avec des petits projets, de faire le tailleur, ouvrir un petit commerce. Il suffit de commencer au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, le projet tombe à l'eau. Tandis que le projet agriculture, surtout de cette envergure-là qu'on a fait dans la préfecture de Zio, notamment dans la collectivité de Bolou-Pondave, c'est un grand projet. À l'endroit de nos chers réfugiés, c'est de leur dire de ne pas se sous-estimer. Et ils ont été accueillis, bien accueillis ici en République du Togo. C'est le lieu et l'occasion de saluer très fort vraiment les efforts du gouvernement togolais. Sur ce site d'exploitation agro-pastorale de Bolou-Kodave dans le Zio, ils ont planté du maïs et aussi d'autres produits agricoles de contre-saison. Je suis arrivé ici, j'étais pas dans l'intention de rester ici, mais la façon dont le gouvernement togolais a accepté et a soutenu les réfugiés sur cette terre, vraiment ça m'a plu et j'ai dit que c'est une terre que je ne veux pas bouger. Vraiment je remercie le gouvernement. Le projet se situe dans la recherche de solutions durables. Les réfugiés sont appuyés en kit, tout le nécessaire, tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent démarrer. Pour ce qui concerne leur travail sur le site, l'ICAT sera avec eux. L'ICAT sera avec eux pour les accompagner techniquement sur les schémas culturaux et tout le nécessaire. L'initiative est saluée par la Coordination nationale d'assistance aux réfugiés puisqu'elle va véritablement permettre aux réfugiés qui le souhaitent de mener des activités génératrices de revenus et de bénéficier des produits de leurs efforts dans les champs. Pour l'heure, la cohabitation se passe bien et l'insertion sociale progressivement. Nous sommes des êtres humains et je pense que si nous avons une maturité, on peut s'insérer n'importe où. On doit s'adapter à tout. Pour cette phase pilote du projet intégré d'appui à l'autonomisation économique des réfugiés au Togo, 50 réfugiés et 50 autochtones y sont concernés. Un peu plus de 300 millions de francs CFA ont été déboursés pour 2 ans. Le Togo abrite 13 000 réfugiés issus de 14 nationalités. Autre situation qui pousse au changement de pays, la recherche de travail. Kofi, par exemple, médecin togolais, mais décide de travailler au Bénin ou au Burkina. Les cas sont légion, cela s'appelle de la migration professionnelle. Le gouvernement togolais a élaboré une stratégie à cet effet. Elle recueille cette stratégie des contributions des parties prenantes depuis ce matin. Exercice avant adoption. Fafa Dalmeda, Christine Pété-Kialoudé. Le phénomène migratoire constitue aujourd'hui une menace à l'échelle planétaire et est devenu une préoccupation majeure pour de nombreux États, qu'il s'agisse de pays d'origine ou de destination. Mais la migration, si elle est bien coordonnée, présente des avantages.
C'est dans cette logique que le Togo se dote d'une stratégie de migration professionnelle. Comment améliorer le cadre institutionnel? Ensuite, il faudrait revoir nos textes. Les accords bilatéraux que nous tissons avec les pays d'accueil doivent être actualisés. Le second axe porte sur la protection sociale. Le troisième axe met l'accent sur le développement. Et le quatrième point permet de coordonner. Selon les estimations du ministère en charge des Affaires étrangères, les émigrés togolais de par le monde travailleurs, pour la plupart, représentent 25% de la population. De même, la plupart des immigrés au Togo sont des travailleurs. La gestion de la migration professionnelle, un enjeu pour le Togo qui reçoit ici le soutien de plusieurs partenaires dont l'Union européenne, la CEDEAO, le Bureau international du travail et le Centre international pour le développement des politiques migratoires. Ceci est une des priorités pour notre organisation, le Centre international pour le développement des politiques migratoires, mais aussi pour le cadre du projet FMM Afrique de l'Ouest, donc l'appui à la libre circulation des personnes dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest. Le fait de disposer d'une stratégie de la migration professionnelle ici au Togo va permettre de mettre en place un cadre qui va justement essayer de maximiser ce potentiel. La mise en œuvre de cette stratégie offrira de meilleures opportunités de contrôle de la migration irrégulière, de prise en charge des victimes et de la capitalisation des avantages liés à la migration professionnelle. Autre sujet évoqué ce soir, l'intégration des services de la santé de la reproduction. Sont concernés la mère, le nouveau-né, l'enfant, l'adolescent. On prend en compte aussi le VIH-Sida. Une trentaine d'experts travaillent sur le rapport d'analyse de la situation nationale relatif au sujet. But, optimiser les services sanitaires en faveur des populations communautaires. Les précisions de Louis Cassi. La mobilisation des ressources à des fins sanitaires devient de plus en plus difficile. Et pour cause, le protectionnisme instauré par les pays donateurs et la mauvaise utilisation des ressources obtenues des bailleurs de fonds. À cette rencontre, des experts en santé analysent au plan national l'intégration des services de la santé, de la reproduction, de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent et du VIH. Ces échanges permettront d'asseoir un rapport d'analyse cas par cas afin de prendre en compte les principaux besoins communautaires. Quand on parle de l'intégration des services, il s'agit d'un système qui permet à la population de bénéficier des services de qualité au même point de prestation. C'est-à-dire quoi? Quand une personne se rend à une formation sanitaire pour bénéficier des services, si vous êtes une maman, lorsque vous y rendez, vous allez avoir accès aux services qui vous concernent en tant que maman, mais votre fils que vous avez amené ou votre bébé que vous avez amené à cette formation sanitaire doit aussi bénéficier de ces services. Et tous les services peuvent être offerts par le même prestataire ou par des prestataires, mais qui sont dans la même formation sanitaire, qui sont formés pour vous offrir les services et qui vous les offrent. Cela consiste à rationaliser l'utilisation des ressources. Quand nous parlons des ressources, c'est les ressources matérielles, les ressources financières, les ressources humaines, pour pouvoir donner les services avec satisfaction de la population. La rencontre balise la voie à la mise en place d'un plan de promotion de la santé reproductive au Togo. Elle fait partie du projet I4S appuyé et exécuté par la TBF. De pouvoir mobiliser des ressources justement, mais également aussi s'assurer que les activités d'intervention que nous avons déclinées dans le plan d'action puissent être découlées en termes de mise en œuvre effective sur le terrain. Une coalition des organisations communautaires sera mise en place à l'issue des travaux pour mener des plaidoyers en faveur de l'intégration des services de santé. Question de santé encore avec cette fois les maladies bucco-dentaires. Elles sont de plus en plus observées chez les enfants. Elles sont très souvent négligées, ces maladies bucco-dentaires. Quels sont les types de la maladie de la dent et quelles en sont les causes et comment les éviter? Question-réponse, Sergine Raimondo, Nathalie Panegui. Menée en 2004 et en 2007 au Togo, 3/4 des enfants avaient une santé bucco-dentaire inadéquate. Et à l'interrogatoire, plus de la moitié de ces enfants n'avaient jamais utilisé de brosse à dents. Voilà l'un des comportements qui causent les maladies des dents. La carie dentaire et les gingivites ont pratiquement la même cause. C'est-à-dire que c'est d'abord l'hygiène, une mauvaise hygiène dentaire. Quand nous mangeons
et que on ne se brosse pas bien les dents, les aliments qui vont rester sur les dents vont être transformés par les bactéries que nous avons en bouche, les microbes que nous avons en bouche, en acide. Alors l'acide là va commencer par détruire la dent et il y aura une formation de trou, de cavité. Et donc c'est ce qu'on appelle communément la carie dentaire. Donc les aliments chauds par exemple vont détruire la pulpe. Vous savez que la dent est composée de 3 tissus à peu près. Donc il y a l'émail, la dentine ou l'ivoire et la pulpe. La pulpe, c'est l'organe qui nourrit, qui fait que la dent est vivante. On dit que la dent est vivante. Et donc boire de l'eau chaude, en tout cas manger chaud, va tuer, va détruire cette pulpe-là. Petit ou adulte, lorsque le patient a une alimentation non équilibrée et de plus pratique peu d'hygiène buccale, le terrain de prédilection aux infections bucco-dentaires devient grand. Ces infections évoluent vers des complications graves telles que la gingivite gangréneuse qui peut entraîner la mort. La maman ou le papa doit avoir un œil dans l'hygiène dentaire de l'enfant, doit surveiller. Les enfants vont se brosser les dents sous surveillance de leurs parents. C'est extrêmement important. Parce que l'enfant ne sait pas brosser, on va lui dire brosse-toi les dents et l'enfant va nettoyer seulement les dents de devant alors qu'il laisse les molaires qui sont là. Donc il dit mais les enfants, je lui ai acheté la pâte dentifrice, je lui ai acheté la brosse à dents et il se brosse les dents tous les jours avant de se coucher. Mais il a la carie dentaire parce qu'il ne nettoie pas toutes les dents. Toutes les dents et toutes les faces des dents doivent être nettoyées afin que nous puissions éviter la carie. Chez le bébé, on peut utiliser une compresse ou un tissu propre imbibé d'eau, on nettoie les dents. Avec un coton, on peut nettoyer les dents. Mais à partir de 1 an, 1 an et demi, 2 ans, il y a des brosses à dents adaptées à cet âge-là. Les parents ont donc un grand rôle à jouer pour assurer une santé bucco-dentaire saine aux enfants. Le centre dentaire d'Avedi reste aussi une référence pour sauver des vies et donner du sourire. Et dans la foulée, voici cette autre initiative. Elle est à sa première édition, le marché du bien-être au Togo, lancé hier dimanche. Besoin de conseils, d'informations pratiques sur le diabète, l'hypertension, les AVC, ainsi que les comportements adoptés pour les prévenir. Eh bien, rendez-vous sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Vous avez encore la journée de demain mardi. Viviane Souvi et puis ça là. 5 communications sur les maladies non transmissibles, les facteurs de risque et les modes de prévention. L'événement donne le ton à la première édition du marché du bien-être et de la santé. Une initiative de santé-éducation ici saluée par le public. C'est une très bonne chose, une bonne initiative d'avoir organisé cette soirée parce que ça nous a permis de savoir nous prévenir de ces risques. Comment nous devons nous comporter sur le plan alimentaire, comment nous devons nous comporter si nous avons certains signes, c'est-à-dire bon, des choses qui peuvent, des symptômes qui peuvent amener par exemple à des AVC. Surtout ce qui m'a intéressé moi, c'est sur le plan alimentaire. Alors pour ceux qui sont diabétiques, on nous a appris comment aussi se comporter, surtout sur le plan alimentaire, et pour pouvoir mieux vivre avec la maladie. Le marché du bien-être et de la santé installé à côté du Palais des Congrès de Lomé est ouvert aux populations pour des conseils pratiques. Des dépistages systématiques du diabète, de l'hypertension, des AVC entre autres seront gratuitement effectués sur le site. L'action est soutenue par le ministère de la Santé et de la Protection sociale. On a commencé aujourd'hui par les communications scientifiques. Il suivra le dépistage de certaines maladies, dont l'hypertension, dont le diabète et l'IMC, l'indice de masse corporelle. Et s'il arrivait qu'on diagnostiquait certaines pathologies, il y a des orientations qu'on fera pour que vraiment ces personnes-là soient prises en charge. Cet espace va aussi permettre au public de s'enquérir au mieux des produits locaux fortifiés en vitamines. Cette première édition est prévue pour durer 3 jours.
Et vous le savez, le diabète, l'hypertension sont aujourd'hui des maladies récurrentes, des maladies dites non transmissibles. Elles entraînent chaque année des paralysies, voire des décès. Quels sont les facteurs de risque? Quelle hygiène adopter pour traiter ou prévenir ces maladies silencieuses mais dangereuses? Élément de réponse, Viviane Souvi et Kwesala. Au Togo, selon le ministère de la Santé, plus de 30% de la population souffre des maladies non transmissibles. Qualifiées de tueurs silencieux, ces maladies sont liées à plusieurs facteurs, notamment le stress, la consommation du tabac, de l'alcool, l'excès de sel, du sucre et bien d'autres. Hier, on était en face des maladies transmissibles, notamment les maladies infectieuses qui tuaient le sida. Mais aujourd'hui, nous remarquons tous que l'hypertension, qui est la grande tueuse, fait beaucoup de dégâts au niveau de nos populations. Et également, le diabète, qui est également un cofacteur associé à l'hypertension, vont être à l'origine des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux et qui tuent. Alors, au Togo, cela, comme dans le monde, cela représente un véritable problème de santé publique puisque nous ne sommes pas préparés pour faire face à ces maladies. Ce sont des maladies en rapport avec le comportement. Un diabétique ou un hypertendu, dans le traitement de sa maladie, est appelé à observer une hygiène de vie saine et à contrôler son alimentation. Pour éviter ces maladies, l'hypertension, le diabète et l'obésité, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger moins gras. Donc il ne faut pas manger beaucoup de gras. Il faut manger moins salé, moins sucré et faire la pratique du sport. Lorsqu'on s'alimente mal, on est à risque d'avoir un embonpoint. Et lorsqu'on est en embonpoint, on ne peut pas pratiquer du sport. On est sédentaire. Et cela va faire le lit du diabète, qui est l'excès de sucre dans le sang. Et lorsqu'on est diabétique, on est à grand risque de devenir hypertendu, d'avoir l'hypertension artérielle. Et tous ces facteurs conjugués vont se compliquer par les crises cardiaques que nous voyons, que nous ne voyions pas par le passé, et les AVC, les hémiplégies dont on parle. Alors, pour lutter efficacement contre les maladies dites non transmissibles, il est opportun que chaque personne connaisse sa pression artérielle et le taux de sucre dans son sang. Le respect d'un régime équilibré en aliments énergétiques, constructifs et protecteurs contribue énormément à la bonne santé de la population. Viviane Souvi, et que cela, merci également dans l'actualité l'énergie, évoquée aussi ce soir, nous l'annoncions en titre tout à l'heure. Vendredi, on se rappelle, le chef de l'État a inauguré une mini-centrale solaire de 150 kW. Plusieurs villages en seront bénéficiaires, tout comme ce projet CISO, une initiative du chef de l'État également dans les lacs. CISO, c'est en minant, traduction, allumer la lumière. Là aussi, plusieurs villages sont touchés. Retour ce soir sur ce projet CISO, son importance pour les populations avec Augustin Kossi. Garantit l'accès de tous à des services énergétiques et fiables et de qualité. Le Togo maintient le cap et s'engage à apporter à plus de 2 millions de citoyens un accès à l'électricité par la fourniture des kits solaires individuels à l'horizon 2022. Plus de 300 000 foyers seront touchés par ce projet. Le projet est dénommé CISO et sera essentiellement financé par des capitaux privés à hauteur de 68 milliards de francs CFA sur 5 ans. C'est une initiative du chef de l'État Fort et Sozim Nanyasingbe qui a pour finalité d'étendre l'accès à l'électricité à des zones rurales peu ou mal desservies. CISO, entendez allumer en langue gain, consiste pour le président de la République à fournir à des coûts abordables des kits solaires propres aux populations à travers le pays. Jusque-là, selon les statistiques, le taux de desserte électrique est en moyenne de 35% des foyers au Togo. L'ambition est de permettre aux couches défavorisées d'avoir accès à une énergie décentralisée avec des services connexes. En mettant en place ce projet, l'État prend donc l'engagement à améliorer ce taux susceptible de passer à 50% en milieu rural d'ici à 2022. Lorsqu'on sait que plus de 62% de la population togolaise vivent en milieu rural, ce sont également les infrastructures socio-économiques de base, écoles, dispensaires et l'eau notamment qui vont être touchées.
CISO propose aussi de multiples services via smartphone en améliorant la communication et l'accès à l'information. Il favorisera l'accès à la recherche et aux technologies relatives à l'énergie propre et à l'efficacité énergétique. Des emplois indirects dans les petits commerces et des micro-entreprises peuvent être créés tout autour. Une véritable aide aux couches les plus démunies qui va favoriser l'adoption massive des paiements mobiles et par conséquent l'inclusion financière des populations rurales. Et la suite est ce communiqué de l'Union des forces de changement UFC, communiqué relatif au dialogue et aux mesures d'apaisement annoncées par le gouvernement. L'Union des forces de changement UFC prend acte des mesures d'apaisement prises par le gouvernement dans l'objectif de dénouer la crise que traverse le Togo depuis quelques mois. En effet, par communiqué en date du 6 novembre 2017, le gouvernement a annoncé, entre autres mesures, la prise des dispositions nécessaires pour l'ouverture à Lomé d'un dialogue avec l'ensemble de la classe politique togolaise, la remise en liberté de 42 personnes interpellées, jugées et condamnées par diverses juridictions dans le compte des récentes manifestations, la restitution des motocyclistes saisis à Lomé lors de la manifestation du 7 septembre 2017 et autres. L'Union des forces de changement UFC exhorte le gouvernement et les acteurs politiques à vite amorcer ce dialogue inclusif, constructif et dans l'intérêt supérieur de la nation. L'Union des forces de changement UFC condamne la violence sous toutes ses formes, d'où qu'elle vienne. Le parti présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. L'UFC lance un appel à toute la classe politique à toujours privilégier l'intérêt supérieur de la nation togolaise, l'apaisement et à éviter de trop tirer sur la corde. L'UFC souhaite vivement que ce dialogue aboutisse à des résultats concrets pour les sœurs politique, sociale et économique de notre pays. L'UFC reste convaincu que tous les acteurs politiques ont cette capacité d'œuvrer pour éviter l'irréparable pour notre cher pays. Le communiqué donc signé par le 6e vice-président François Lokadi, communiqué donc de l'UFC. Enfin, sport, championnat national 2017 d'aviron et de canoë-kayak disputé le week-end dans les lacs a pris fin avec la victoire du jeune champion en titre en aviron à Kunke Stéphane, 19 ans, une trentaine de rameurs issus de 7 clubs de Lomé et de lacs ont participé à la compétition organisée par la Fédération togolaise d'aviron et de canoë Tchimpiutba pour nous faire revivre les temps forts de cette compétition. Sans volonté, courage et détermination, l'objectif est difficile à atteindre. C'est ce qu'a compris le champion en titre d'aviron, le jeune Agunke Stéphane, 18 ans. En finale sur 1000 mètres, soit 1 km, Agunke Stéphane du club AS Naval de Lomé a ramé plus vite que son challenger Aïvi Kwami, aussi déterminé. Agunke termine les 1000 mètres du lac Togo en 4 minutes 23 secondes, 52 tierces. Il est suivi d'Aïvi Kwami, 4 minutes 25 secondes, 21 tierces, et de Nyasunu Kofi, 4 minutes 32 secondes, 63 tierces. Akoko Komlavi a été plus endurant du côté des dames, avec un chrono de 4 minutes, 58 secondes, 56 tierces, sur aussi 1000 mètres, devançant l'habitué des bassins à Yvon Claire, arrivé en deuxième position. Au Togo, l'aviron marche de pair avec le canoë. Ici, au canoë à Néhan, la première place est revenue à Dossou Nicolas chez les hommes. Il a emporté en 45 secondes 13 tierces, suivi d'Akibode Ramsi, 47 secondes 20 tierces, et d'Amouzou Igor, 1 minute 00. Tandis que dans les rangs des filles, Komlavi Edo s'impose devant Lonson Christelle et Aoulou Louise. La détermination est aussi mère des victoires. Je suis du genre à ne pas faire les trucs à moitié, quoi. Je l'ai promis, je l'ai dit que je suis capable d'aller aux Jeux Olympiques et de ramener une médaille. Et la seule manière de le démontrer, c'est être au top au niveau national. Je suis déterminé à aller plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. Bon, ce qui a fait ma force aujourd'hui, c'est l'encouragement, l'entraînement. C'est ça qui m'a motivé. On peut espérer beaucoup de moi. Les résultats sont loin de décourager la Fédération togolaise d'aviron et de canoë. Cette année, quand même, ça va beaucoup mieux. Parce qu'on a senti qu'il y a beaucoup d'amélioration au niveau des performances des enfants. Le championnat 2017 d'aviron et de canoë a pris fin avec la traditionnelle étape de remise des médailles au lauréat.
Bravo donc aux champions, c'est à coup de pagaie que se referme donc cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude et toujours fidèlement. Excellente soirée.